Planète Émotif Talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète Émotif Talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif Talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'ai choisi aujourd'hui de vous proposer d'écouter la table ronde de la soirée finale du Congrès Douance 2022. Alors sachant que la table ronde a ce site particulier, c'est que pendant à peu près 1 heure, je questionne 4 personnes alentour d'une thématique. La thématique aujourd'hui, c'est oser pleinement sa singularité. Et j'ai invité 2 dames, 2 messieurs. Les 2 dames ne sont pas du tout expertes dans le domaine du haut potentiel. Les 2 messieurs le sont. Les 2 dames sont Chloé Bloom. Je vous la présente dans la suite au moment de la table ronde. Donc je vous laisse découvrir si vous ne la connaissez pas. Marie-Pierre Dillenseger, Fabrice Michaud, que beaucoup connaissent, qui lui est un expert du haut potentiel, et Pascal Duc, qui est également a été intervenant sur le Congrès Douance. Voilà. Assez intéressant puisque une des questions de base, c'est je leur demande, c'est pour vous, comment s'exprime votre singularité? J'ai été touchée par leurs témoignages, j'ai été touchée par leurs échanges, par la façon dont ça a rebondi, chacun avec des personnalités très complémentaires. C'est comme ça que j'ai envie de le présenter. Et puis aussi avec de jolies pistes d'avancement et de réflexion. Voilà. Belle écoute. Alors, moi, je sais pas qui a envie de commencer, mais j'avais, de façon très curieuse, envie de demander à chacun d'entre vous comment votre propre singularité se manifeste. Qui a envie Ce soir, aujourd'hui ou d'habitude? Bon, comme tu veux. Moi, tout est bon avec moi. Donc, si tu as envie d'exprimer aujourd'hui ou de façon plus générale, voilà, comme ça vient chez toi. Et puis après, il y a la singularité par rapport au groupe, il y a la singularité par rapport à soi. Aujourd'hui, mes cheveux sont comme ils sont. Au lieu d'être comme ça ou courts, comme ils l'ont été pendant des années, quand j'intervenais en entreprise, je ne me voyais pas capable de montrer qui j'étais vraiment en termes de coupe de cheveux. D'accord. Et donc, le fait d'avoir lâché tes cheveux, pour toi, ça, c'est vraiment montrer ta singularité. Je ne sais pas si je cherche à le montrer, mais en tout cas, en me regardant ce matin dans la glace, je me suis dit, avec ceux que je vais avoir cet après-midi, je vais me sentir moi-même, donc je peux me permettre. Hyper intéressant. Autrement, de manière plus longue, pour moi, d'affirmer ma singularité, c'est fait par le fait que j'ai osé à un moment donné me mettre à mon compte en faisant le bilan de ce que j'avais pu vivre et rencontrer dans le domaine plus large de l'entreprise ou de la grande entreprise en France et aux US. Donc ça a été, je pense, le moment où j'ai assumé davantage qui j'étais. C'est toute une aventure, l'entrepreneuriat, je veux dire, en termes de singularité, c'est pas rien, je trouve. Je sais pas si quelqu'un a eu Oui, ça veut pas dire que ça va devenir facile, mais je pense que c'est un acte pour certains d'entre nous, un acte à la fois fort, créateur et au service de la reconnaissance et puis de l'établissement de notre territoire, tout en restant très très connecté avec le monde extérieur, et en travaillant pas forcément moins. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On est assez d'accord, en tout cas, moi, ça me parle, quoi. Chloé, ça te dit quelque chose? Ouais, ça résonne complètement. Je résonne complètement avec ce que tu disais, Marie-Pierre, parce qu'en fait, Nat, quand tu as posé la question, moi, la première chose qui m'est venue, c'est la colère.
c'est qu'en fait, ma singularité, je l'exprime beaucoup par la colère, en fait, depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, moi, je me sens pas différente des autres. Je comprends juste pas comment les gens fonctionnent. Je comprends pas pourquoi les gens manquent de bon sens. Je comprends pas pourquoi les gens réfléchissent lentement. Je comprends pas pourquoi ils prennent des décisions de merde. Je comprends pas tout ça, en fait. Dans ma tête, c'est un peu comme ça que ça s'est beaucoup passé. Et du coup, je suis souvent agacée. En tout cas, j'ai été souvent agacée et souvent en colère. Et je crois que c'est vraiment comme ça que j'ai exprimé ma singularité, avec, tu sais, cette espèce de force d'être agacée, de faire bon, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Et en fait, c'est marrant parce que justement, l'entrepreneuriat, ça a été une des voies pour moi. Et je dis bien une des voies parce que c'est pas la seule, pour je dirais même pas vidanger cette colère, mais pour la transcender, tu vois, en faire quelque chose de différent. J'ai toujours ce driver colère, évidemment. J'ai toujours cet agacement qui est présent chez moi. Il y a toujours plein de réactions que je comprends pas chez les gens, des connexions différentes. Mais je me sens pas différente. Je comprends juste pas pourquoi les gens réfléchissent pas comme moi, en fait, tu vois. Donc c'est encore un truc sur lequel je réfléchis, mais l'entrepreneuriat me permet vraiment d'exprimer en fait tout ça et de me dire, puisque je comprends pas pourquoi les gens parlent pas de ça ou pourquoi les gens manquent de sincérité de manière si accrue, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus authentique, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas vulnérable, je comprends pas. Bon, moi je vais le faire. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ma voie d'expression pour le coup, et ça me permet vraiment d'exprimer cette singularité, d'exprimer ce truc et d'en faire quelque chose de plus chouette que de rentrer dans l'art de tout le monde. Oui, merci pour ce partage. Et puis aussi, toi, dans ton chemin entrepreneurial, il y a aussi toute l'évolution, ton évolution que tu partages à ta communauté. C'est ça qui est intéressant également. Ouais, parce qu'en fait, tout simplement, je crois qu'on évolue tous beaucoup, et je partage certes mon évolution, mais en fait, c'est juste que je partage quelque chose en fait que tout le monde vit, qui est très humain. Tout le monde évolue. Après, on se donne tous plus ou moins la permission de suivre nos envies, nos tripes et compagnie. Moi perso, c'est juste pas possible de faire autrement. Donc je fais ça, et en fait c'est cool parce que ça donne l'autorisation à plein de gens d'évoluer en même temps, et ils m'inspirent, je les inspire, et on avance ensemble, et c'est vraiment cool pour le coup. C'est nourrissant en fait. Ta communauté peut nourrir et tu nourris ta communauté, c'est chouette. On retrouve au niveau du congrès dans ça également. Merci Chloé. Messieurs, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir? Je vais poursuivre parce que j'ai le même sens. Moi, j'ai explosé, j'ai allumé plein de gens, qui m'emmerdaient, quoi, en gros. Donc, si tu veux, ma singularité à 100 ans, mais je suis pas né comme ça, hein. Je suis né à pas savoir me défendre, me faire piétiner, me refourguer le pain de la veille. Voilà, c'est l'essentiel de ma vie. Puis un jour, j'ai pété un vol et je suis jamais rentré. Et je me suis dit, mais on en avait échangé, je sais plus, il y a quelques années, c'est mon énergie, je fais comme ça. Je vais essayer d'être à peu près gentil, à peu près respectueux, mais faut pas m'emmerder. Et je fais avec mon énergie, donc ça fait du tri sélectif. Je dis des fois c'est Darwin, mais au moins on gagne du temps. Et j'étais avec une personne cet après-midi qui est une bombe d'énergie, une femme, et elle est en train mais c'est une énergie, c'est une fusée, c'est une centrale nucléaire, et donc elle est en train de se contraindre et de rentrer dans des boîtes, mais j'ai jamais de la vie, quoi. Vous détruisez, et elle se fait du mal, et je dis, mais non, de toute façon, les gens, ils s'en foutent. Quoi qu'on fasse, ils vont critiquer, ils vont pas être contents. Puis de toute façon, ils s'occupent globalement que de leurs égos. Donc voilà, c'est comme ça par rapport à ce que disait Chloé. Moi, je sais répondre à ces questions. Je sais pourquoi ils sont là, mais je suis pas obligé d'être d'accord. Puis ils sont pas obligés de me monter sur les pieds. Puis je peux aussi les aider. Il y a quelque chose où on peut vite maltraitant. En général, si je suis maltraitant, c'est que je fais exprès. Sinon, c'est juste que je mets pas la déco. Tu vois, je mets pas les excipients avec ma structure de langage qui est plutôt minimaliste. Donc j'ai décidé que ça serait comme ça. Puis j'ai plus 20 ans, j'ai pas le temps. Par contre, en étant plutôt respectueux, mais et j'ai culpabilisé au début, hein, parce que ça date d'il y a 10-15 ans cette affaire. J'ai dit, mais je vais me faire jeter, on va pas m'aimer, enfin tous les trucs à la con habituels. Mais en fait, mais pas du tout. En fait, pas du tout. D'abord, tout le monde s'en fout. Après, ça dérange des gens, ça tombe bien, comme ça, ils prennent de la distance, donc on gagne du temps aussi. Mais en fait, ce que je découvre, c'est que ça attracte des gens, parce c'est pas le fait d'être propre, c'est le fait d'être aligné et cohérent. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas le fait d'être mal parlé et d'être politiquement correct, parce que ça, c'est quand même un peu pourri, vu la société dans laquelle on est, de la digestibilité sociale.
mais c'est d'être aligné avec des aspérités, mais c'est plus la question de l'alignement, de la cohérence, de la congruence qui concerne les atypiques. Il y a tellement un manque de courage partout aujourd'hui dans les organisations, dans la société. Donc en fait, ce que j'ai pu observer pour moi ou pour d'autres, c'est que ça libère des énergies et ça donne des autorisations. Bon, à condition de pas trop déborder. Comme je dis, des fois, faut libérer le tigre ou la tigresse, mais il faut quand même les garder un peu en laisse parce qu'on n'a pas le droit de tuer les gens, c'est interdit. On a le droit d'avoir une vie, mais on n'a pas le droit de le faire. Ben, c'est pas bien. Mais il y en a qui le mériteraient, mais c'est pas bien. C'est pas dans mes valeurs. Mais j'ai envie, des fois, de colère où je vois de comment des gens se comportent. Au-delà de la maltraitance ordinaire, je parle des prédateurs, enfin, genre, comme les uns les autres, vous devez entendre des horreurs de ce que vivent les gens. Moi, ça me fout en colère. Et alors, je suis en colère toutes les semaines. Ok. Merci pour ce partage, Fabrice. Pascal, tu veux rebondir? Ça va pas être difficile parce que la notion de colère dont parle Fabrice, elle est assez intimement ressentie dans mon fonctionnement, je crois. Alors pas du tout de la colère qui ressort et qui est exprimée. Ça a été longtemps de la colère qui était contenue dans une sorte de creuset émotionnel là, dans lequel tout est une sorte de fonte qui est scellée, ça peut pas sortir. Et des colères pour des choses que je trouvais minimes, du style, voilà, il y a des règles, il y a des lois, pourquoi machine font comme ça, pourquoi, surtout ils s'en fichent, quoi. Moi, je mettrais 3 nuits à pas m'en remettre, à me poser des questions à la noix sur, ah ouais, j'ai fait ça, mais c'était pas tout à fait autorisé, c'est interdit, mais pourquoi, voilà, pourquoi il y en a qui se permettent, et pourquoi, si moi je me permettais, je serais dans un état pas possible, donc une sorte de non-libération. Ça, c'est déjà une chose. Avec beaucoup de choses professionnelles qui me semblaient évidentes. Mais voilà, j'entends ce que disait Chloé sur le côté, mais je sais pas, j'envoie un message, pourquoi j'ai pas de réponse, quoi? Oui. Oh là là, ça rend fou. Oui, ça rend fou, ouais. Ça rend fou les surdoués. Ouais. Ah, pardon, je coupe juste 2 secondes parce que c'est un truc dont j'ai jamais parlé. C'est un truc qui rend fou les surdoués, les autres ne savent pas. Ils ne supportent pas le vide. Quand ils envoient un message, ils s'attendent qu'il y ait un retour dans les 5 minutes. Ouais, quand dans ta tête, t'as 500 couloirs, sur chaque couloir, il y a un truc qui est en train de courir, et puis t'as envoyé quelque chose sur le 502e, et puis un quart d'heure après, tu te dis, mais c'est quoi ce bazar? On m'a oublié, je suis rejeté, ou j'ai déconné, j'ai raté un truc. C'est ça. Et puis, du coup, cette colère, le problème, c'est je l'ai beaucoup identifié contre moi-même, c'est-à-dire c'était moi qui allais pas, en fait, c'était pas le monde qui était différent. Et je reviens pas mal sur l'injustice, en fait, plein d'éléments qui me semblent injustes, tout bêtement. Et il a fallu du temps pour pas que je sois en colère contre moi, parce qu'il y a des injustices qui dépendent pas de moi. Et c'est peut-être ça une singularité. Je dirais que peut-être la notion de fonctionner différemment crée une sorte d'effet loupe là-dessus. Peut-être ça touche tout le monde, mais pourquoi ça m'envahit et pourquoi ça me réveille et pourquoi, voilà, comment on peut faire autrement? On peut vivre ça autrement, mais c'est du job, quoi. Ça marche pas tout seul. Moi, ce que je ressens là, c'est beaucoup d'énergie. La colère, on sait que elle mobilise de l'énergie. Après, encore faut-il savoir ce qu'on fait avec cette énergie-là. Et j'ai envie de questionner Marie-Pierre justement sur cet aspect-là des choses. Alors, moi, j'ai longtemps hésité à nommer la colère comme étant une vertu positive. Mm-hmm. Et si je fais un petit détour dans le contexte, dans le territoire qui est celui de la pensée chinoise, dans lequel je me suis sentie dans mon élément beaucoup plus que dans ma culture originelle française, francophone, la colère est associée à l'élément chinois du bois qui a à voir avec l'organe du foie. Le foie qui est considéré comme étant non seulement physiologiquement l'organe qui recycle, qui filtre, qui nettoie, mais qui est aussi celui qui a à filtrer tout ce qui nous est balancé à la figure, tout ce qui peut nous mettre les injustices, comme disait Pascal, tout ce qui peut nous mettre
hors de nos gonds. Donc en fait, lorsque l'on a cette clé-là, on comprend très vite que la colère, avant qu'elle soit moralement non acceptable, emmerdante pour le monde et dérangeante, elle est d'abord et avant tout l'expression d'une agression, pas simplement mentale, émotionnelle, mais de notre corps à encaisser, et c'est par le foie, siège de la colère, qu'il réagit. Hein? Donc quand on comprend ça, pour moi, quand j'ai compris ça, je me suis, moi qui étais opérée du foie finalement, donc à un moment donné, on m'en a enlevé la moitié, etc. Je veux dire, j'avais encaissé suffisamment pendant des années pour que l'organe soit lui-même touché. Quand l'organe est touché, ça veut pas dire qu'on est faible, ça dit qu'on a encaissé beaucoup. Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça pose le corps comme étant un allié fantastique, là j'apprends rien à personne, mais je le dis quand même, comme un allié fantastique on prend notre pouls pour non pas nous critiquer ou nous dévaloriser, mais nous rendre compte que tiens là, je ne suis pas dans un environnement, ce qu'a dit Fabrice, en cohérence, puis en alignement avec qui je suis, et ce que ça induit souvent, un dérapage où on n'est plus en présence de nous-mêmes. Donc, quand on n'est plus en présence de nous-mêmes, on est déséquilibré et notre foi, notre colère est aussi et avant toute chose absolument une expression légitime d'un décalage, d'une perte de territoire, avec sans arrêt la responsabilité que nous avons de repérer ces signes. Pour d'autres personnes, c'est les maux de tête, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, donc c'est le passage par la lecture chinoise du monde, qui remet le corps comme étant quand même un sacrément utile. Hein, nous avons à habiter nos corps, mais je vais aussi revenir sur la manière dont Nathalie a présenté l'introduction, le fait de pas tout de suite savoir toujours à l'avance en fait, la notion d'être présent au moment, elle est liée aussi au fait que dans ce mode de pensée, qui n'est pas le mode de pensée occidental, chaque jour, chaque année, chaque moment a une qualité énergétique particulière qui interagit avec qui nous sommes. Donc, de décider trop vite, trop tôt et d'enfermer la suite dans ce qu'on pense qu'elle sera est en fait très taxant. Hein. Et je bien d'entendre ça. et je pense que ceux, justement, comme dit Pascal, hein, qui sont ont plusieurs créneaux en même temps et très, très conscients de tout ce qui peut nous bombarder, ont justement... Je veux dire, la conscience du temps occidental, linéaire, est un facteur supplémentaire de colère, d'induction de colère. Parce qu'en fait, nous ne savons qu'au moment où nous en sommes, où nous y sommes, ce que nous avons à faire. Donc, l'enfermement dans le cerveau à l'occidental nous éloigne d'une connexion forte et essentielle à nos ressentis profonds. C'est sans arrêt, on est sans arrêt invité à déborder. Oui. Je ne veux pas aller trop loin. Oui, très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rebondir là-dessus. Non, vas-y. Merci. Oui. En fait, c'était simplement pour te dire merci parce que ça me fait beaucoup écho. Moi, ça fait 2 ans que plus longtemps que ça, mais que j'ai beaucoup de soucis de foie et du coup que je m'intéresse à la médecine chinoise et du coup que ça dérive sur les reins qui sont le siège de la peur. Enfin bref, il y a plein de trucs et c'est super intéressant parce qu'en fait ça tout rejoint en fait cette sensation d'enfermement et d'étouffement que je peux ressentir en fait depuis que je suis petite. Où tu sais, j'ai toujours l'impression que le monde il est trop petit pour
moi. Tu sais que j'étouffe. Il doit l'être. Il l'est. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que du coup, moi, je suis nomade depuis presque 6 ans, donc j'ai pas de maison, donc je bouge partout. Et en fait, c'est aussi à travers plein de cultures différentes que j'arrive à élargir tous mes modes de pensée et à me dire, en fait, attends, je peux créer ma vie à ma sauce en dehors de toutes ces boîtes que j'ai apprises depuis que je suis toute petite. Et depuis que que j'apprends à créer une vie un peu plus sur mesure et un peu plus en congruence aussi, comme tu disais, Fabrice, j'étouffe moins, en fait. Et les reins, si je peux juste me permettre, les reins, ça débouche sur les reins. Les reins, le bas du dos, le bas du dos, c'est aussi la réserve de force ancestrale. Donc, bien évidemment, nous portons tous des mémoires au niveau même cellulaire de peurs terribles, ancestrales, par rapport à tout ce que l'humanité a déjà vécu. Mais c'est aussi là que se nichent les forces du rebond. Donc, plus nous laissons parler, même si c'est pas toujours immédiatement utile et facile à partager, plus nous laissons parler notre intuition profonde, je me touche le bas du dos là, plus nous créons du flux dans le système, qui est d'abord le système du corps. Et c'est pas simplement en prenant une bonne tisane pour les reins, c'est la posture émotionnelle va agir. Enfin bon, Chouette. Pardon, parce que Fabrice allait dire quelque chose et j'ai repris la parole. Fabrice, c'est à toi. Ce que je voulais dire pour connecter avec le thème, c'est que dans la singularité des atypiques, pour moi, mais je me répète, la nuance n'est pas dans le cerveau, elle est dans le corps. C'est tout le corps. C'est ce qui va être différent selon, pour moi, qu'on est surdoué ou pas surdoué, y compris, comme j'ai dit, même ça peut déranger, des gens qui ont plus de 130 qui sont pas surdoués, ils sont neurotypiques, ils sont réduits, si je puis dire, au système cognitif entre les oreilles. Le surdoué n'est pas réduit à ça. Il y a tout le corps. Quelqu'un qui est au potentiel, qui est normal, donc HQI, j'en ai accompagné, c'est du cognitif. Ils n'ont pas les emmerdements ou les singularités des surdoués. C'est tout le corps. Ce qui fait que ça va toucher les organes, les émonctoires, le dernier étant la peau, mais qui parle de tout le reste. Moi, j'ai un médecin chinois et j'ai étudié la médecine depuis 15 ans avec lui. Et il y a un vrai enjeu de l'approche totalement différente du corps. Il y a un vrai enjeu pour les surdoués sur le corps, sur la colère, parce que la colère, on va la rentrer, donc sur les organes, sur la symbolique. Et d'où l'enjeu de travailler sur le corps au-delà du mental, sur l'ensemble du corps. Et pour moi, la nuance, c'est on est une centrale nucléaire avec un cœur de réacteur qui fout un peu la merde quand même dans la machine, mais c'est en même temps, c'est ce qui allume les lumières à tous les étages, qui met en couleur, qui résout les choses, qui fait qu'on va y aller là où ça va pas, qui fait qu'on va emmerder les autres parce qu'on vibre. Surtout les femmes, les femmes, si elles vibrent, elles ressemblent à des gyrophares, donc forcément elles se font emmerder. Pas toutes, mais quand même beaucoup. Et elles comprennent pas, mais j'avais déjà expliqué pourquoi elles dérangent les autres femmes et pourquoi elles dérangent les autres hommes. Mais c'est juste normal. Donc là, on est bien sur la question de la nuance, de la singularité de la nuance et de notre propre singularité dans les singularités de la nuance. C'est un jeu de miroir. On n'est pas tous surdoués pareil. Mais le rapport au corps, oui. D'autant plus si on coupe là, ce que font beaucoup comme moi j'ai fait, et qu'il y a tout le bazar en dessous qui couine, parce que, comme j'explique, le corps, il veut toujours notre bien. Même quand il fout le bordel, il fait notre bien. C'est-à-dire qu'il fait le moins de casse possible dans la machine. C'est un vrai enjeu. Il y a un enjeu sur le corps, à protéger le corps et à interagir et à communiquer avec le corps. C'est aussi les intuitions, les visions, enfin, tous nos canaux de communication au-delà du processus cognitif. Ce qui peut d'ailleurs paraître très particulier vis-à-vis des, entre guillemets, les autres. Moi, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, avec les intuitions, etc. Et puis, je me suis prise une grosse claque en me rendant compte, non, c'était pas du tout le cas, en fait. Il a fallu quelques années pour que je capte effectivement ça. Et puis 2 fois, en tant qu'HPI, en tant que femme HPI, ce qui n'est pas la même chose, c'est comme l'autisme, c'est pas la même chose chez les femmes. Enfin, je parle plutôt Asperger que j'accompagne. Parce que je suis moins compétent sur les autres, pour les femmes que pour les hommes. Dans les notions de singularité,
il y a tous les sens aussi qui peuvent être exacerbés, alors pas forcément de la même façon pour tout le monde, mais cette impression d'être le seul à sentir les odeurs à certains moments, ou le seul à être agacé par ce bruit de néon là qui donne envie d'exprimer une violence insoutenable, alors qu'en fait tout le monde s'en fout qu'il y ait le néon qui grésille, mais ça fiche en l'air la journée. Enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui résonnent, que j'entends et que je vois chez des élèves. Il y a un élève dans une classe, il supportait pas d'être devant, alors qu'il devait être placé devant pour des raisons de vue et de trouble de l'attention. Mais en même temps, il était proche du vidéoprojecteur qui faisait un bruit que personne n'entendait. Donc cet élève, on a dit, mais c'est bon, tu nous casses les pieds, tu cherches un truc pour aller au fond. Mais non, en fait, cette sensibilité, voilà, de pas supporter des textures, de ce qu'on mange, d'être gêné, de pas supporter des tissus, des trucs comme ça aide à la singularité aussi. Ou des grandes salles de conférence avec une énergie pourrie. Chloé. Oui, Fabrice. Ouais, donc je voudrais juste ajouter une chose sur ce que dit Pascal, parce que la manière dont il le formule, c'est de HPI, mais c'est beaucoup du TSA, des traits autistiques. Entendre les infrasons, les odeurs, la bouffe, pas tout mélanger à l'assiette, pas des sauces, pas du gras, pas de la texture, pas des machins, pas certaines couleurs. C'est plutôt le monde du TSA, donc du spectre autistique. C'est déjà présent et insupportable. C'est déjà présent, désagréable pour HPI. C'est juste insupportable. C'est une violence quand on est dans le monde du TSA. C'est-à-dire qu'on peut avoir des singularités de singularité quand en plus on a des petits bordels qui se rajoutent à la complexité du machin au milieu. Voilà, c'est juste pour ajouter des singularités de singularité dans le système. Mais alors, ce que je trouve important aussi, puisque ça fait partie de ma vision et du but de ce congrès, entre autres, c'est de donner des clés. Hein. Donc, oui, effectivement, ça peut être un tas de choses, de singularités pas évidentes du tout à vivre au quotidien. Vous en avez donné des exemples, mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que vous avez, à titre personnel, développé des stratégies ou trouvé certains aspects qui vous aide? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Je peux, Marie-Pierre, hein? Juste parce que je réalise effectivement que je suis la seule debout là, non? Je travaille debout. Ouais, génial. Je travaille debout, justement parce que, étant moi aussi en posture d'accompagnement depuis longtemps, tous les jours, etc., donc traditionnellement assise, parce que je n'oublie pas le fonctionnement de mon corps, j'ai fini un beau jour par dire ça suffit, je ne veux plus travailler assise, ce qui ralentit la digestion, etc. Et donc, comme il existe des tables, et là, en fait, vous devriez voir, c'est une table sur une autre table. Enfin, je m'organise partout où je suis pour pouvoir travailler debout, ce qui est pour moi une technique tout à fait simple qui me permet de rester en mode ouvert, dynamique et d'avoir l'ensemble de mon corps à ma disposition à tout moment. Hein, donc ça, c'est une petite chose. Souvent, les dessinateurs ont des tables comme ça, mais ça vaut la peine, de ceux qui sont là, d'essayer de passer peut-être 2-3 heures debout. Je ne suis pas convaincue que vos rendez-vous, si vous êtes en ligne, vont se passer moins bien que si vous êtes assis. Donc ça, c'est juste un clin d'œil. Petit détail, alors c'est pas debout, c'est pas du tout la même dynamique. Néanmoins, moi, je suis sur une chaise dont l'assise bouge comme le système de ballon. J'ai toute ma formation en coaching, je l'ai passée sur un ballon, un ballon de gym. Ça me permettait de bouger le bassin et de remettre de l'énergie. Je suis très consciente de ça, c'est important pour moi. Et c'est ma manière aussi de pouvoir m'ancrer, parce que si je mets pas mes pieds au sol, je me casse la figure. C'est pas le but en direct ni à un autre moment d'ailleurs. Donc c'est intéressant. T'as un siège sur ballon? Ouais. Je vous montre un truc, c'est un kiné. Si ça intéresse, lauréat du concours Lépine, j'ai pas d'action, ça s'appelle Active Base. Il y a un truc comme ça et un truc comme ça. Donc ça oblige à muscler la structure. C'est un kiné chiropracteur qui avait ça, lauréat du concours de l'épine, parce qu'il y a un vrai enjeu, surtout quand on est assis. Moi, je me suis chopé une neuralgie sciatique que j'essaie de soigner à cause de ça sur les postures. Et peut-être
poursuivre sur ta question, pour moi, par rapport à ce que je disais avant, s'il y a un truc qui est aussi important, c'est de bien identifier les cartographies et s'identifier, c'est pas être enfermé dans une case, c'est se libérer de la case. C'est pas un enfermement. Il y a des personnes qui ont des traits autistiques, du TDAH ou des 10, qui pensent qu'ils sont pas surdoués parce qu'ils ont des trucs comme ça qui n'ont pas été identifiés, parce qu'ils tiennent pas debout, parce qu'ils tiennent pas en classe, parce qu'ils supportent pas certains trucs. Donc ça va merder au niveau des tests de QI s'ils le font, parce que pour les femmes, elles n'arrivent pas à retrouver leur bagnole dans les parkings, mais ça n'a juste rien à voir avec la douance. Enfin, mais on peut avoir plein d'autres choses. Et c'est pas parce qu'on a ça, parce qu'on n'est pas surdoué au regard du cliché, du blond dont je parle des fois de Gad Elmaleh, à qui tout réussit. C'est pas ça, surdoué. Ça, c'est juste un blond. Et on n'est pas obligé d'avoir plein d'emmerde non plus. Mais c'est dans la singularité, c'est quelles sont les cartes à partir desquelles on peut retrouver la singularité pour être libre et gouverner sa vie et pas se laisser emmerder par des carcans. Moi j'ai une amie qui bosse comme une malade, elle a sa famille qui lui dit mais quand est-ce que tu vas trouver un chéri, une maison, un chien, une piscine et une boîte de pizza. Et le chien. Ah oui, le chien, puis la télé en couleur. Enfin, tu vois, mais c'est juste pour la faire rentrer, mais on est sur des carcans de pression sociale, implicite ou explicite, mais on en meurt de ça, c'est-à-dire qu'on vit pas sa vie. Je reviendrai parce que j'ai plein d'autres questions qui débarquent évidemment, mais en termes de stratégie, peu importe le mot, Pascal ou Chloé a envie de dire quelque chose. Chloé. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Marie-Pierre. En fait, c'est que je crois il y a vraiment cette idée encore une fois qu'on est né dans un monde qui peut paraître trop petit pour nous et qui est pas fait sur mesure pour nous. Et ça rejoint aussi l'idée des carcans, c'est qu'on nous apprend pas à adapter notre environnement. On apprend depuis qu'on est petit à nous adapter à notre environnement. Et donc, je reviens sur vraiment cette idée d'adapter sa vie et d'adapter son environnement. Il y a plein de choses que moi, j'ai adaptées, en fait, dans ma vie, mais même des trucs tout cons, auxquels j'ai pas pensé pendant des années, du style les vêtements. Et j'en ai souffert pendant des années de porter des jeans. Franchement, c'est un truc de fou. J'en ai souffert, mais vraiment, j'en ai souffert pendant des années de porter des jeans parce que je savais pas quoi porter d'autre et que je croyais qu'il y avait que ça qui pouvait être joli ou quoi que ce soit. Donc, c'est même un sujet, je crois que c'est la première fois que j'en parle tellement je me dis c'est vraiment un truc superficiel, mais je pense que voilà, les personnes ici peuvent comprendre. Ça fait que quelques années où je me suis dit mais en fait pourquoi je continue à ressentir ça? J'ai l'impression de me faire abuser par un vêtement. En fait, j'ai l'impression de me faire vraiment abuser. J'ai l'impression d'être comme un animal blessé dans un piège. J'ai le droit de porter d'autres choses et d'adapter les vêtements en fait à moi. Et donc en fait maintenant c'est un truc tout bête, mais je me fais faire tous mes vêtements avec les seuls tissus que je suis capable de porter, sur mesure, adaptés, qu'avec des tissus souples. Enfin, je suis tout le temps qu'avec des trucs larges, etc. Et en fait, c'est un truc que je me disais tellement superficiel que ça peut pas être adapté à moi, en fait. Je vais pas adapter mes vêtements, c'est bon, je suis vraiment pas une princesse. C'est tellement vu comme superficiel, sauf qu'en fait, depuis que je fais ça, je suis moins agacée, je suis de meilleure humeur à la maison, je me sens mieux dans ma peau, j'ose aller au restaurant, j'ose être habillée toute la journée de la même manière. Enfin, ça change plein de choses en fait. Donc, c'est ne pas mépriser tous ces petits détails en fait qui peuvent nous paraître tellement bêtes qu'en fait on s'autorise pas à les changer, mais c'est changer tout ça. Donc oui, son bureau, oui, ses vêtements, son parfum. Moi, ça fait des années que je porte le même parfum, j'en achète 10 bouteilles parce que c'est le seul que je suis capable de porter, je peux rien mettre d'autre. Quand il y a un pantalon qui me va, j'en achète 5, j'achète 5 fois le même. Je suis incapable de mettre une chemise sur scène parce que les chemises, j'ai pas assez de place sous mes aisselles, donc je mets autre chose et des trucs larges et c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment s'autoriser en fait à adapter son environnement jusque dans les tout petits détails. Même quand je vais au restaurant, moi je peux pas m'asseoir ailleurs que contre un mur. Si je tourne le dos à la salle, je peux pas en fait. C'est pas possible pour moi. Et donc c'est même des choses. Enfin, ça me met dans des états pas possibles si je me retrouve dos à la salle et que mon chéri n'a pas pensé à moi et qu'il fallait que je me mette dans la bonne place, etc. Donc c'est d'avoir ces discussions qui peuvent paraître très futiles, de dire à son compagnon, en fait, chérie, moi, quand je suis dos à la salle, je me sens en danger, je me sens en insécurité, je ressens toute l'énergie de tout le monde dans mon dos, je me sens vraiment pas en sécurité. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'à chaque fois qu'on va au restaurant, tu peux vérifier qu'on a une table dans un angle? Est-ce que je peux me mettre sur la banquette? Et s'il te plaît, pense à ça parce que moi, je le vis comme une agression. Et c'est tout ça, c'est des discussions qu'on nous apprend pas à avoir parce que ça paraît futile aux yeux de tout le monde, mais ça l'est pas. Et ça change, les détails font la différence. Ça change la vie.
sur plein de choses. Merci pour ça. Un des principes Feng Shui, Marie-Pierre. Alors moi, je n'ose pas utiliser le terme de Feng Shui parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites là-dessus. Alors qu'en fait, le Feng Shui, c'est une technique individualisée sur mesure pour envisager le positionnement optimum d'une maison dans son espace et d'une personne dans son lieu. Et dans son lieu. Ouais. Donc, enfin bon. Oui, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que toi, Chloé, tu ressens ça depuis toujours, manifestement. Et tu l'as pas appris, donc c'est pas quelque chose de mental. Tu t'es au fait de ça. Et je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui ressentent ça que forcément, on nous prend pour des barges, même des capricieuses en tant que femmes, etc., quoi. Mais je vois pas, Marie-Pierre et puis Pascal? Non, mais Pascal, c'est autour de Pascal, mais je veux juste insérer qu'en fait, je pense que nous ressentons tous ça. Oui. Sauf que cette capacité, cette connexion à notre instinct, à notre capacité d'être en cohérence avec nous-mêmes est déformatée souvent par l'éducation, la culture, etc. Donc, il faut le réapprendre, mais nous l'avons tous. Moi, je pense pas qu'il y a des... D'accord. Bref, Pascal, je vais juste te dire ça. On l'a tous. Ok. Pascal? Je me dis par rapport à ce que Chloé exprime là en témoignage que le plus important, en tout cas personnellement, ça a été la capacité à observer en fait. C'est un peu ce que tu disais. Je me rends compte que ce truc-là, mettre des jeans, c'est... Ben voilà, tout le monde le fait, puis c'est comme ça qu'il faut faire du coup. Et puis je fais ce qu'on me renvoie qui semble normal et habituel. Et au bout d'un moment, si j'observe, je me dis mais en fait, ça me casse les pieds. Et là, en tout cas personnellement, les techniques d'Internal Family System, c'est le fait de se dire voilà, est-ce qu'il y a une part de moi, ça me casse les pieds d'être habillé comme ça en fait. Je choisis mes vêtements comment. Et puis c'est pas forcément la priorité. Si j'ai pas d'énergie, c'est pas le moment, mais quand j'ai un moment où quand je suis percuté par quelque chose de violent au niveau émotionnel ou physiquement, une maladie, quelque chose qui va pas ou quelque chose qui tourne, là, le cobaye qui tourne dans la roue à fond, là, le fait de se poser des questions, de s'autoriser aussi à avoir ses émotions avant, sinon je me pose aucune question. Hein. Si la colère c'est pas bien, si la tristesse c'est pas bien, c'est fichu parce que je mets un pavé là-dessus. Mais dès l'instant où je me pose des questions, je peux faire autrement que de subir. Je peux accuser la société de me casser les pieds, mais c'est moi qui vais choisir de subir ou pas tout ce bazar. Et je m'appuie beaucoup sur le travail de Douglas Harding, sur le travail de l'homme sans tête, le fait que il va considérer que si je regarde mes émotions au fond, je risque de voir quelque chose qui me fait peur. C'est en partie pour répondre peut-être à la question pourquoi pour les hommes les émotions c'est un peu compliqué ou pourquoi c'est compliqué de les exprimer. Si je regarde avec mon cerveau là qui tourne à fond, qui essaye d'expliquer, de comprendre, d'avoir du sens partout, mes émotions au fond, je risque de me trouver dans quelque chose d'hyper dangereux. Le truc hyper dangereux, c'est que je vais crever en fait un jour. C'est qu'au fond de mes émotions, il y a quelque chose qui va se passer. Si je creuse, je tombe sur quoi? Je suis mortel en fait. Et ça, c'est extrêmement effrayant. C'est vraiment flippant. Ce que dit Douglas Harding là-dessus, c'est que la société, l'environnement, moi-même, les enjeux d'argent, les enjeux politiques, tout le reste, nous font croire qu'il y a une confusion entre qui on est, notre conscience, et notre corps, notre physique. Si je me regarde dans la glace, je me dis le type qui est dans la glace, là, il vieillit, tiens, il y a un truc bizarre, il y a une ride de plus, mais ça fait peur en fait. Et si je regarde mes émotions au fond, ce qui peut faire peur, c'est la peur de mourir. Pas tout simplement, mais dans sa complexité en tout cas. Et l'idée, c'est que si je me remets dans la part de moi qui est ma conscience, où je vais convoquer tout le reste de ce qui vibre chez moi, de ce qui souffre, de ce qui va bien, etc., il y a une part qui est non pas en tour de contrôle pour tout maîtriser, mais qui peut regarder le reste, agir, puis qui va dire « Ah oui, il y a ton corps, là, ton corps c'est un truc vivant, il va mourir, mais ça serait cool de s'occuper un peu de lui, de faire attention à ses intuitions, à son instinct, qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui est pas bien pour lui. Puis là, il y a telle émotion, et cette émotion, là, en ce moment, elle surréagit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, il y a ma partie de gamin qui fait comme s'il avait 3 ans et qui flippe parce qu'il faut parler devant du monde. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce qu'on lui fait un câlin? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que juste on l'entend? Ou est-ce qu'on agit pour que ça fonctionne autrement? Et l'idée de se réunir et d'essayer de se décoller de cette image de moi qui n'est juste qu'un corps qui va
pourrir, être incinéré, j'en sais rien. Et ben ça, c'est hyper important parce que ça autorise à regarder le reste avec distance et ça nous autorise à pas être collé à la morale, pas être collé au regard des autres. Plus le regard des autres, c'est le mien, le pire du mien sur moi que je transfère sur autrui, donc c'est hyper violent. Et voilà, tous ces éléments, je sais pas si c'est des pistes, mais en tout cas, c'est le fonctionnement qui me permet de me rassurer sur l'autorisation d'aller mal. Je peux aller mal, c'est une part de moi qui va mal, je peux en faire quelque chose. Je peux aller super bien, mais je sais qu'il y a une impermanence et mon objectif dans la vie, c'est pas d'aller super bien chaque seconde de la suite de ma vie. C'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, c'est ces prises de distance-là qui permettent, comme dit Marie-Pierre, de se dire, bon, bah voilà, le corps, ça a son importance, mon insertion dans l'existence, les énergies avec le reste. Voilà, ce que disait Fabrice aussi tout à l'heure, ce que j'entends chez Chloé, c'est cette importance de poser, d'observer et d'en faire quelque chose. En fait, d'arrêter de courir là sur la piste de course sur laquelle j'ai été posé. Ça sert à rien, en fait. Et on arrive où? Nulle part que l'endroit où on est déjà. Donc, c'est ce boulot-là, moi, en tout cas, qui me permet, voilà, c'est perso, hein, mais c'est un peu le but de témoigner égoïstement, là. C'est ce boulot-là qui me permet de prendre une distance. Et puis, bon, est-ce qu'on peut dire sur moi? C'est possible, mais qu'importe, quoi. Mmh. Mais ça questionne aussi sur la façon dont on se sent regardé, bien dit, dont on se sent regardé par la société, par l'autre, tout simplement, par aussi les injonctions de la société où on est censé aller bien, montrer le meilleur, etc. Je veux dire, et donc, ça demande vraiment de faire ce chemin de prise de distance par rapport à ça, parce que la vie, c'est tout sauf ça pour moi. Pas pour moi, pour une partie d'entre vous, mais... Marie-Pierre ? Sur ce que tu poses, hein, le fait tu parlais pas de se regarder, enfin de la manière dont les autres nous regardent. Moi, je propose souvent, s'il doit être même dans plus d'un de mes bouquins, un exercice du miroir, qui est véritablement de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est-à-dire de se regarder. Il faut un miroir en pied, habillé en chaussons, pas en chaussons, pieds nus, de côté, de travers, etc. Parce que finalement, farci de tout ce qu'on pense qui va pas chez nous, on finit par éviter, je suis métaphorique et littérale, hein, le miroir avec qui nous sommes vraiment. Or, il y a un contre-pied à prendre qui est par l'exercice du miroir, 5 minutes par jour, pendant 5 jours, et puis après, on laisse reposer, puis après on fait ça pendant 5 semaines. Un exercice qui n'est pas simple, sans rien faire d'autre. C'est parce que souvent, nous ne nous voyons pas vraiment comme nous sommes. Nous ne nous aimons pas suffisamment pour nous voir, le terme d'aimer est peut-être un peu biscornu, que nous laissons la place à la définition de qui nous sommes par d'autres. Alors que moi, ce que je peux constater, c'est que plus la personne accepte de faire face à ce qui va pas chez elle. Hein, là, il y a des cheveux blancs, enfin, je sais pas, bon, ça fait longtemps que je suis pas venue à Paris, je suis pas allée chez le coiffeur, etc. Bref, c'est en acceptant, vous allez dire que j'ai une fixation là-dessus, mais je me taquine moi-même, c'est en faisant face à qui nous sommes que nous pouvons avancer sur les chemins qui renforcent ce que nous sommes. Je constate souvent que le déficit de notre propre regard sur nous, littéral, laisse la place à un regard intégré, négatif sur ce que nous sommes, ce qui donne encore plus de place aux remarques qui vont ensuite nous mettre en colère. Hein, donc, ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Je pense à Chloé, peut-être. Je suis 100% alignée avec ça. Il y a une phrase que je répète beaucoup qui est plus je suis vulnérable, plus je suis invulnérable. En fait, je pense qu'il faut vraiment apprendre à mettre sur la table tout ce qu'il y a de pas très joli à l'intérieur de nous. Il y en a pas plus chez nous que chez les autres. On a tous du beau, on a tous du moche. Il faut apprendre à mettre ça sur la table et arrêter d'en avoir honte, parce que plus on en a honte, plus c'est un levier de honte, de peur et d'attaque. Et on est vachement moins agressé quand on reconnaît ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est moins joli. Et exactement comme tu disais, Pascal, ça fait aussi partie de la vie, le beau, le moche, le bon, le moins bon, l'agréable, le désagréable. Ça fait partie de la vie. C'est des montagnes russes. Il n'y a pas de bas sans haut et vice versa. Donc c'est pareil à l'intérieur. Je pense que plus on va regarder aussi un peu ce qui est moins fun chez nous, moins fun, un peu de tout, que ce soit nos potentiels ou
nos côtés un peu plus sombres, le narcissisme, l'égocentrisme, enfin, on en a déjà parlé aussi, Nathalie, ça en off, je sais, moins ça a de l'emprise sur nous, en fait. Moins ça a de l'emprise sur nous. Et puis, je crois qu'il y a un truc aussi qu'on a peut-être tous beaucoup en commun ici, peut-être, je sais pas trop, c'est que on fait on a quand même tendance, je vais le dire avec beaucoup d'humour, on a quand même tendance à faire tout un plat de tout ce qui nous arrive, nous. La moindre petite chose qui nous arrive, on tourne en boucle pendant 8 jours pour essayer de comprendre le schmilblick, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et puis mince, et puis voilà. Et je pense que voilà, remettre un peu d'humour là-dessus et savoir observer ce qui est cool et ce qui est moins cool sur nous, ça permet de dédramatiser et donc de prendre du recul, comme disait Pascal. Donc ouais, moi c'est mon truc d'aller m'exposer à des choses qui me mettent un peu en résistance, tu vois, d'aller chercher la honte, d'aller chercher la peur, d'aller chercher tout ça. C'est de la loi de l'hormèse, encore une fois, où c'est pas qu'on désensibilise, mais on apprend à faire avec, comme les bains glacés. C'est pareil. La honte, c'est pareil, c'est comme un bain glacé. On apprend à faire avec. Ça resserre les pores de la peau. Ouais, en plus. C'est très bon pour la santé. Ouais. Peut-être sur la singularité, c'est que c'est spécifique aux atypiques, c'est-à-dire comme on rentre pas ce qu'expliquent Carlos, Tieloco et Sandrine et Philippe dans leur livre sur les surdoués et les autres, comme on ne souscrit pas au récit collectif, faut bien se démerder pour avoir un récit individuel. Donc, sur ce que disait Chloé, forcément, on queen un peu plus souvent. Et puis, on a des problèmes d'aspérité. Et puis, on voudrait que les autres, ils nous aiment, ils s'en foutent. Ils voudraient être reconnus, mais on ne peut être reconnu que par des homologues, pour autant qu'ils soient gentils. Donc, il y a tout ce sujet identitaire où je dis parfois, mais comment une femme peut savoir ce que fait une femme surdouée? Elle se reconnaît pas dans les femmes neurotypiques, elle se reconnaît pas forcément dans le regard des hommes. Si elle se reconnaît pas dans le regard de sa mère, c'est quoi le référentiel? Donc, soit on rentre dans le récit collectif, c'est on bouffe la pilule bleue de la Matrix. Donc là, c'est plus simple. Donc, tout le monde va nous mettre dans la conformité de ce que tout le monde raconte, qui est en fait une alternative à l'angoisse de mort, ce que racontent les psychanalystes. Mais sinon, si on a une trajectoire singulière, ça veut dire qu'on n'a pas de costume sur mesure, pour reparler des fringues, qu'on n'a pas de prêt-à-porter. Donc, c'est du sur-mesure. Donc, faut tracer la route comme on peut, avec nos ressources, avec nos bosses, avec nos aspérités, avec ce que les autres en disent, ou l'idée qu'on se fait de ce que les autres pensent. On regarde et on se plante en général 2 fois. D'abord, ils en ont rien à foutre. C'est souvent pour servir l'ego. Et que, en plus, c'est on regarde l'idée qu'on se fait de que les autres seraient comme nous, qui est juste une arnaque, jamais de la vie, ou que les autres seraient d'une autre manière, qu'on ne sait pas. Donc l'enjeu pour répondre à ta question, comment on fait, c'est bien de savoir comment on fonctionne dans nos singularités pour éviter d'être maltraitant, plutôt respectueux, pour sauver sa peau, arrêter de se conformer à des dents dont tout le monde se fout. Juste, c'est pour régler des angoisses collectives et du récit collectif dont on veut s'exonérer, mais à l'intérieur duquel on est. D'où cette question permanente, c'est elle est où ma place? Mais tu veux qu'on t'incarcère, mais non, c'est une prison, il n'y a pas de place. C'est ce que disait Pascal. Ta place, c'est ici et maintenant, de la manière dont tu traces ta route. La place, personne doit nous donner une place. Et puis tout le monde s'en fout surtout. Si quelqu'un nous donne une place, vaut mieux avoir des doutes quand même souvent. C'est-à-dire il va nous donner une place qui l'arrange, pas une place qui nous arrange à nous. Faut pas déléguer notre vie et notre singularité. Et c'est pas être rebelle. C'est vraiment, moi je suis plutôt en culture asiatique, je trace ma route et comment j'interagis avec l'univers. Et comme je dis souvent, on ne vibre pas à la même fréquence. Plus on change nos niveaux vibratoires, plus on va changer nos interactions, nos rapports à l'univers, nos rapports au monde, nos rapports aux autres, nos rapports aux synchronicités, nos rapports à l'invisible. Ah, mais ça change beaucoup de choses, hein. Et puis en gros, l'avantage de ça, c'est qu'on a la main sur tout. On ne dépend plus des autres. Les autres ne viennent plus façonner notre vie. Sur ce que pouvait dire Chloé, le truc au restaurant, moi il me faut 5 minutes avant de rentrer dans un restaurant. Faut pas qu'on me touche, faut pas que ça pue, faut pas être à côté des chiottes, pas à côté de la porte, mais jamais. Donc en fait la solution, que je dis, c'est j'ai des traits autistiques, ce qui est vrai. Donc ça c'est bien parce qu'en fait je suis pas totalement normal, pas totalement barré. Donc ça donne une explication pour qu'on rentre, mais je le fais tout le temps. J'ai des traits autistiques, vous me posez pas sur une table.
Mais jamais de la vie. Et en fait, je me téléporte selon les tables, ceux qui font le moins de bruit, ceux qui vont le moins m'emmerder, passent sous un haut-parleur. Sinon, je me barre. Et je préviens. Mais je préviens. Mais je suis respectueux puisque je dis ce que je vais faire. Et le fait de dire que j'ai des traits autistiques, mais j'ai que des gens gentils, vraiment. Vraiment. Bon ben voilà, une de tes stratégies. Autre chose sur stratégie ou on arrive tout doucement dans quelques minutes, on va boucler. Ça serait vite fait, mais c'est l'aspect de vivre ce qu'on vit comme des expériences. Et ça ne veut pas dire que c'est bien hein, ou que c'est facile. Jamais, rien n'est facile à mon goût. Mais si on anticipe un moment complexe et on se dit je vais vivre un moment difficile et je vais débriefer derrière, je vais voir de mois à mois ce que ça donne. C'est une expérience de plus qu'on va voir et on se rend compte qu'on a peut-être déjà vécu ces expériences et qu'on s'en est plus ou moins sorti. On peut agréger des choses positives pour arriver à s'en sortir. Et puis si c'est nouveau, c'est cool quoi de vivre quelque chose de nouveau. Et même si ça fait mal et que c'est difficile, sans qu'on le souhaite, avoir mal et vivre des choses difficiles, eh ben, on peut goûter ça pour savoir ce que ça donne. Et puis finalement, ça peut donner du sens à l'ensemble. Je dirais, c'est facile à dire si on a réussi à s'en sortir quand même un peu et que ça va à peu près bien, qu'on est à peu près stable, si on a des gens qui peuvent nous aider et si on a des outils sur lesquels s'asseoir. Parce que sinon, quand on souffre, hein. L'expérience, c'est du pipeau, je pense. Mais voilà, en termes de progression, d'arriver à cette étape de c'est une expérience, c'est cool. On va voir ce que ça donne. On va voir. J'ai raté formation l'autre jour. Waouh, cata. Ah ouais. Puis je comprends un peu pourquoi j'ai raté des trucs. Ça m'appartient pas. Hein, c'était peut-être les autres. Ok, c'est cool. Et voilà, de vivre ça met une distance. Ce que j'entends, Pascal, dans ce que tu partages, c'est, en tout cas moi, dans mon référentiel, cette expérience, tu peux te laisser traverser parce que ce que tu as vécu. Ressenti émotionnel, etc. Et voilà, ça fait office d'apprentissage également. On n'est pas obligé de rester fixé sur ça. Et ça, je pense que c'est important aussi à spécifier. Je voudrais, en vous entendant, hein, je réalise à quel point une formule, avant que je fasse vraiment un pas de côté pour être finalement sur mon chemin, c'est une phrase de Saint-Augustin que j'avais collée, que j'avais toujours avec moi, qui disait « Avance sur ta route ». Car elle n'existe que par tes pas. Avance sur ton chemin parce que ton chemin n'existe que par tes pas. Et je n'avais pas forcément tout à fait compris, mais je me disais, il y a quelque chose là, c'est parce que je vais mettre un pas de plus, quand je pourrai le faire, que ma route se construit. Donc ça, c'est... Et puis la version chinoise, c'est de laisser couler. Hein. On laisse couler quand... On laisse couler, on laisse couler, ouais. Ce qui est pas facile, mais qui... Non, c'est pas facile. Je pense que c'est le travail de toute une vie. Cet équilibre entre, à certains moments, on est dans la colère, on réagit, on est dans le dynamisme-là, on se laisse traverser, on laisse couler, peu importe, je veux dire, c'est tout un travail, selon moi en tout cas. Et la colère n'est pas un vilain défaut. Non. Non, même si ma mère m'a souvent dit que les petites filles ne pouvaient pas se mettre en colère, qu'elles n'étaient pas jolies, je sais aujourd'hui que ce n'est même pas le cas. Donc, Et que c'est les plus intelligents qui cèdent. Tu ne l'as pas entendu, ça? Non, ça pas. Parce qu'à mon avis, elle n'avait pas capté le truc de l'intelligence, maman. Mais voilà, sensibilité, oui, mais... Okay. Avec le Congrès, c'est les plus intelligents qui cèdent, alors écrit autrement, c'est ça? On pourrait dire ça, mais... Alors, je vais proposer de faire un dernier tour de table parce qu'il est 20h30. C'est passionnant. Je suis désolée, on n'a pas pris de questions du public, en tout cas pas ce soir. On aurait pu faire des heures et des heures et en même temps, ça n'aurait probablement pas été juste pour toute une série d'entre nous. Comment vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour boucler cette table ronde en lien avec cette question de la singularité, de s'autoriser à être dans cette singularité, accueillir pleinement sa singularité, c'est ça le titre que je cherchais. Ouais, j'y vais alors, parce que ma singularité, c'est soit j'y vais quand personne dit rien pendant 10 minutes, je fais OK, c'est bon hein, dans les réunions, soit je suis le dernier, j'attends, comme j'ai fait à chaque fois là tout à l'heure. Donc, on va essayer de casser un peu ça. Je dirais que dans les singularités qu'on peut ressentir, quand il y a un paradoxe, un truc qui nous enferme et qui est étouffant, eh ben, je reprends un peu ce que dit Fabrice. Pour moi, ça fait partie du cœur du réacteur. C'est-à-dire que ça brûle, ça fait mal, mais ça donne l'énergie. Et là,
soit on arrive à s'aider seul, soit on arrive à être aidé par quelqu'un, mais regardez ce qu'il y a au cœur du paradoxe là, ce qui pose question, ce qui pose problème, ça me semble vraiment précieux parce que c'est comme ça qu'en accompagnement on avance à chaque fois. Quand ça coince, c'est cool. J'ai trouvé un truc, ça coince, c'est verrouillé et ça peut se débloquer, quoi. Merci Pascal. Ben, écoute, moi, je veux bien partager quelque chose. Ça m'inspire, Pascal. Moi, je voulais juste dire que déjà, je suis très, très contente d'être là ce soir parce que, en fait, c'est la première fois que j'aborde ce sujet avec quelqu'un d'autre que mon chéri. J'ai jamais parlé de ça avec des compères et encore moins devant autant de monde. Donc, je suis très heureuse. Et puis, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression d'être dans une tribu et de trouver un peu ma tribu et tout. Donc, c'est trop cool. Je voulais vraiment te remercier pour ça, Nathalie, et remercier toutes les personnes qui sont ici. Et je crois qu'en fait, en tout cas, moi, ce qui m'aide le plus au quotidien, c'est d'apprendre à me foutre la paix. En fait, c'est de me foutre un peu la paix sur plein de choses, d'arrêter d'essayer de ressembler à d'autres gens, d'arrêter d'essayer de faire mieux, d'arrêter d'essayer d'être parfaite à tout prix, d'être l'enfant modèle, la fille modèle, l'enfant parfaite, etc. Juste me foutre un peu la paix, vivre et accueillir toutes les émotions qui viennent. C'est normal que ça me submerge, c'est le but d'une émotion en fait, que ça me traverse, voilà. Donc me foutre un peu la paix avec tout ça et vraiment d'arrêter d'essayer d'être une bonne personne constamment. Je crois que c'est le truc qui m'aide le plus, en fait. Je suis juste moi et je crois que ça suffit. Voilà, donc j'ai déjà pas mal, hein, mais d'être c'est déjà assez, tu vois. C'est déjà presque trop pour moi, donc voilà. Donc c'est une petite graine que j'aimerais poser à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Merci Chloé. Fabrice. Ouais, j'ai la dernière question qui me perturbe profondément, donc je veux bien la reprendre. Quand on comprend tardivement ce que l'on est et qui l'on est, c'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge. Jusqu'au dernier moment, et moi j'ai fait des bilans avec des gens, ça remet la paix. Il n'y a pas d'âge pour remettre en paix, surtout quand on meurt, vu que on sert qu'à ça, hein. Sur la terre, c'est comment on va mourir en fait. Et que l'on a une famille, comment tout bouleverser en se révélant sans perdre l'équilibre familial. Dans nos singularités, en fait, il y a aussi comment on rentre en relation, en lien avec des autres, sur nous ou pas, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Qui est un vrai exercice difficile parce qu'à un moment donné, notre question identitaire, elle est liée et légitimement aussi comment on interagit avec des tiers et des tiers en proximité qui peuvent avoir les mêmes problématiques. Et ça, on peut le retrouver souvent dans les accompagnements. C'est-à-dire dans notre singularité, il y a j'aime pas les il faut, mais il y a quelque chose qui se fait avec les autres à côté. Le but, c'est pas de faire péter la famille. Et faut bosser plus, mais de toute façon, la vie n'est pas juste, on n'est pas égaux, et il y a un travail supplémentaire, vu que en général, les HPI veulent s'occuper des autres, du monde, de la planète, des gens, on leur a rien demandé, ils veulent sauver le monde, mais il y a quelque chose de cette dimension-là dont on peut pas faire l'économie, non pas pour s'occuper des autres, qu'on n'a rien à foutre de nous, pour nous rentrer dans des boîtes, mais s'occuper des autres parce qu'ils vivent avec nous, et on peut pas ne pas le faire. C'est un dilemme, hein. En fait, je pose un dilemme, pas une solution, mais parce que si ça, c'est pas résolu de mettre la paix autour, c'est-à-dire que éventuellement tout le monde monte j'ai eu plusieurs cas cette semaine, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge, tout le système bouge, c'est de la systémique organique, donc là, je change de thématique, c'est de la systémique organique, c'est de la cybernétique, c'est comment on peut faire bouger tout le monde au bénéfice de tout le monde. Oui. C'est les thérapies familiales systémiques, et forcément, on emmerde quand même un peu du monde au passage dans nos états vibratoires. Mais c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément un problème. Je pouvais pas ne pas prendre cette question parce que c'est trop un enjeu. C'est-à-dire, quelles que soient les résolutions qu'on prend, on n'en fera pas l'économie. Bon, je termine avec une autre question, Nathalie. Ça serait un autre thème pour une autre soirée. Mais ça, je sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est bon. Bon, voilà. J'espère qu'on ne fera pas de jaloux. Il y a une question qui a été prise pour boucler cette intervention. C'était la dernière. De Fabrice. Marie-Pierre, pour terminer. Juste dire que finalement, alors on peut dire que c'est un biais cognitif que j'ai, une croyance que j'ai, mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'un système, qu'un paysage, soit vraiment vivant, c'est l'ensemble de la biodiversité qu'il y a dans ce paysage. Et donc le fait que nous
osions regarder ce qui fait notre différence comme étant une qualité qui justement, parce qu'elle va, malgré les aspérités, fonctionner avec les autres. Il faut le cultiver, ça. Remercions qui nous sommes dans notre différence. Puis remercier tous ceux qui sont là, parce que vous prenez suffisamment au sérieux votre différence pour être là ce soir. Ouais. C'est génial. Ouais. Quelle énergie. Moi, je suis loin et l'énergie, elle est palpable là. Hein. On est des agents de transformation, de métabolisation, et ça peut être très bien. Magnifique, sur ces mots, on pourrait encore dire tellement de choses, mais je vais boucler ici parce qu'on a encore un programme, on est un tout petit peu en retard et je m'étais engagée vis-à-vis de certains d'entre vous de bien boucler au bout d'une heure. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir accepté en dernière minute, en fonction de mes intuitions du moment, sur cette thématique et sur les personnes que j'avais envie de rassembler alentour de cette table. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'ai passé un très très bon moment en votre compagnie. Je rêverais de continuer, mais voilà, c'est ouvert et on verra comment ça se passe pour le futur. Bonne soirée.